Cry Macho, le grand retour de Clint Eastwood. Mike, ce gosse a des ennuis. Il faut que je sorte de là. Cry Macho, sur le chemin de la rédemption. Mon père, il t'a envoyé me chercher. Ton père m'a remis en scène. Grâce à toi, je paye ma dette. Cry Macho, un film de Clint Eastwood, le 10 novembre au cinéma. Avec Europe 1. Europe 16h-18h, Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. le récit. C'est souvent par la place qu'il occupe dans la culture populaire qu'on mesure la puissance d'un nom. Et dans le cas de Juan Manuel Fangio, difficile de faire mieux. Son nom est immortalisé dans l'un des albums de Tintin, l'affaire Tournesol. Lancés à la poursuite des ravisseurs du professeur Tournesol, Tintin et le capitaine Haddock tentent de bloquer leur voiture en posant un hélicoptère au milieu de la route. Mais le conducteur réussit à passer ce barrage improvisé, pied au plancher. Sidéré, le capitaine s'exclame « Mille tonnerres ! C'est au moins Fangio qui est au volant !» Si tous les lecteurs d'Hergé comprennent alors le clin d'œil, c'est d'abord parce que Fangio est déjà triple champion du monde à la sortie de l'album en 1956, mais aussi parce que tous les conducteurs de France utilisent alors la même référence quand un autre conducteur roule trop vite à leur goût. Alors, on se prend pour Fangio ? Né en 1911 en Argentine, Fangio s'est d'abord essayé au football. Mais la mécanique l'a vite emporté. À 10 ans, il passe déjà plus de temps chez les garagistes que sur les bancs de l'école et ne tarde pas à se trouver une place dans un atelier spécialisé dans les voitures de course. 5 ans plus tard, il commence à tester lui-même les machines qu'il bricole pendant de longues heures. Il ne faut pas bien longtemps pour constater que le gamin a de l'or entre les mains. Ses premières courses, Fangio les dispute dans une discipline typiquement argentine, les carreteras, des rallyes qui passent par les routes des Andes à plus de 4000 mètres d'altitude parfois. C'est une épreuve de force pour les voitures et pour les pilotes, avec de la casse et du spectacle. Fangio fait des merveilles. En 1940, il remporte son premier titre, le Gran Premio del Norte, une course de 9445 km entre Lima au Pérou et Buenos Aires en Argentine. Après la guerre, les compétitions reprennent de plus belle. En grand amateur de courses automobiles, le général Perón crée l'une des premières grandes saisons de course sur piste de l'histoire, la Temporada. Fangio a d'abord du mal à rivaliser avec la puissance financière de ses concurrents, mais les choses changent en 1948 lorsqu'il se lance sur les circuits européens. C'est à Reims que le prodige argentin fait ses premiers pas en Formule 1, en commençant par casser le moteur de sa Gordini. Mais son style de conduite audacieux et savant a tapé dans l'œil de tout le circuit, comme Fangio lui-même. Il faut dire qu'il a de l'allure avec cette carrure à la Gabin, pas très grand mais massif et râblé, avec 2 yeux bleus qui n'ont pas fini de faire tourner les têtes. L'explosion est fulgurante. En 7 ans, de 1951 à 1958, Fangio remporte 5 titres de champion du monde. Vous me direz qu'on a fait mieux depuis, et c'est vrai, j'ai vérifié les statistiques. Michael Schumacher et Lewis Hamilton ont aligné chacun 7 titres, mais l'Argentin détient toujours un autre record incroyable. Il a gagné 24 des 51 Grands Prix qu'il a remportés, presque 1 sur 2. Même Lewis Hamilton, toujours en lice pour remporter un 8e titre cette année, ne pourra pas se rapprocher de ce record absolu et probablement indépassable. Dieu sait pourtant que piloter une Formule 1 dans les années 50 demande des capacités hors du commun. Lorsqu'on dit que la mort est au tournant, ce n'est pas qu'une image. Pour être le premier à passer sous le drapeau à damier, il faut prendre des risques inouïs en poussant à leur limite des machines magnifiques, mais qui ne sont pas dotées des protections actuelles. Pas de cellules de survie en carbone, pas de halo, cette structure en titane qui protège aujourd'hui les pilotes des débris qui se mettent à voler à toute allure et dans tous les sens en cas de choc. Les voitures des années 50 n'ont rien à voir, comme ses concurrents. Fangio conduit de véritables petites bombes profilées comme des torpilles avec des capots interminables et des accélérations terrifiantes. Rien ne protège les pilotes en dehors de leur combinaison et de leur casque de cuir. Les circuits ne sont pas aménagés, pas de bande de pelouse, pas de glissière de sécurité, pas de bac à gravier. Alors forcément la mort rôde et Fangio va disparaître autour de lui une longue liste de pilotes plus doués les uns que les autres, comme l'italien Achille Varzi, le français Jean-Pierre Vimy ou son compatriote Onofre Marimon, une star montante qui se tue en Allemagne en 1955. Et il n'y a pas que sur la piste qu'on meurt. Cette même année, au prix d'une manœuvre inouïe, Fangio se sort in extremis du pire accident de l'histoire des 24 heures du Mans. Devant lui, une Mercedes heurte un concurrent, s'envole et retombe dans la foule. Le massacre, qui fera en tout 84 morts, frappe les esprits. On arrête évidemment la course et Fangio, marqué à vie par le drame, déclare quelques heures plus tard
Il ne sert à rien de gagner ou de perdre lorsqu'il y a tant de morts. Je suis un coureur, je participe à des courses et pas à une guerre. Il va pourtant continuer 3 ans, jusqu'à ce chef-d'œuvre, ce dernier titre conquis de haute lutte en 1957. Au Grand Prix de Monza d'abord, qu'il remporte en dérapant à chaque virage sur une voiture aux pneus usés jusqu'à la corde, puis sur le Nürburgring, où il signe l'un des plus beaux exploits de l'histoire de la Formule 1. À mi-course, Fangio compte 45 secondes de retard sur la voiture de tête, mais l'Argentin grignote son retard, battant 8 fois son propre record du Tour avant de virer en tête dans l'avant-dernier tour de course. Au soir de cette 24e et dernière victoire, il est champion du monde pour la 5e et dernière fois. Mais la fin annoncée de sa carrière ne signe pas la fin de ses aventures. En février 1958, pour sa dernière saison, Fangio se retrouve à Cuba pour le Grand Prix de la Havane lorsqu'un commando lancé par un certain Fidel Castro vient le kidnapper dans le hall de son hôtel sous la menace d'une arme. Si ce moyen d'attirer l'attention sur leur lutte contre le colonel Batista vaut ce qu'il vaut, l'épisode lui a peut-être sauvé la vie. Le lendemain, la course part sans lui et vire une nouvelle fois au drame avec un carambolage qui cause la mort de 7 personnes. Fangio prend sa retraite cette année-là. Après des années à jouer à saute-mouton avec la faucheuse, il meurt d'une crise cardiaque en 1995, quelques semaines avant le 2e titre mondial de Michael Schumacher. Un nom de plus dans la longue liste de ceux qui cherchent depuis des décennies à se prendre à leur tour pour Fangio.